conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la série des entretiens avec les membres du gouvernement sur le contenu de leur lettre de mission, nous recevons ce soir sur ce plateau le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de votre lettre de mission, car je précise que vous avez la charge du ministère des Transports et de l'Équipement. Monsieur le ministre, on le sait tous, le Niger est vaste et reste un pays enclavé sans littoral. Alors, question, monsieur le ministre, et je le disais tantôt, le Niger est un pays vaste et enclavé. Quelle est votre stratégie pour désenclaver à la fois le pays et les terroirs à l'intérieur du pays, qu'il s'agisse des corridors pour approvisionner le pays ou des routes pour désenclaver les zones de production agro-pastorale? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous adresser aux populations pour lesquelles nous sommes en train de mener sous la houlette de son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et de son Excellence, le Premier ministre, Ali Mohamed Lamine Zen, ministre de l'économie et des finances, mener des actions pour permettre à ce que nos populations puissent vivre mieux. C'est l'occasion également pour moi de pouvoir remercier son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne pour conduire ce département qui, comme vous l'avez dit, doit mener des actions importantes dans un pays comme le nôtre. 1 267 000 km², enclavé, donc pas d'accès à la mer, qu'il va falloir créer des conditions pour continuer à approvisionner nos populations dans un climat, comme vous le savez, au lendemain du 26 juillet 2023, nous avons été victimes d'un embargo cynique, inique et illégal. C'est le lieu ici également de saluer la résilience du peuple nigérien et au-delà du peuple de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui se bat tous les jours pour pouvoir survivre malgré l'adversité et malgré les difficultés. Par rapport à la stratégie pour pouvoir diversifier le corridor, ça fait partie des piliers de la lettre de mission à nous confier par son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous avons, de notre prise de service, fait l'état des lieux. Parce que pour mener à bien une politique dans un département ministériel, il faut savoir de quoi vous disposez comme ressources humaines, vous commencez où, et pour pouvoir, au fur et à mesure, évaluer, voir sur quel chemin vous êtes pour atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Donc, les corridors essentiels qui nous permettent depuis le 26 juillet 2023, c'est celui qui nous relie avec le port autonome de Lomé. Ce corridor, nous avons mené des travaux à travers la direction centrale du génie militaire pour permettre, dans un premier temps, de pouvoir l'emprunter dans de meilleures conditions. Et nous sommes en train de créer les conditions pour permettre aussi d'avoir d'autres accès vers le nord. Donc pour atteindre les ports de l'Algérie, nous avons à travers aussi le corridor vers l'Est, nous sommes en train de finaliser en tout cas des travaux pour permettre à ce que la route qui va vers l'Est, donc vers la frontière tchadienne, puisse être opérationnelle. Et nous sommes en train également de faire en sorte que, à l'intérieur, pour pouvoir permettre le désenclavement des zones de production, surtout agro-pastorales, réaliser des infrastructures routières. Et si nous prenons l'axe Tawa, si vous prenez l'axe Sanam-Tebaram, Tebaram-Inkarkadam, Inkarkadam, Tawa, Tabalak,
qui est déjà réalisé. On est en train de lancer rapidement les travaux de Tabalak à Balak, qui est sur une distance d'une 80aine de kilomètres. Et nous avons également l'axe Abalak-Tamea, que nous avons effectué le déplacement d'air pour pouvoir nous assurer que les travaux ont commencé. Nous avons aussi beaucoup d'autres travaux à l'interne, dans la région de Maradi, et la route qui quitte Mayaï, qui passe par Tessawa, qui arrive jusqu'à Kordogom et frontières du Nigeria pour permettre aussi à cette zone de pouvoir être sûr de continuer à se ravitailler dans des conditions de sécurité optimales. Donc c'est tout un tas de politiques qui est mise en place par rapport aux axes routiers pour permettre, mais il faut tenir compte aussi que cette stratégie que nous mettons en place, c'est aussi le désenclavement aérien. Il n'y a pas que le corridor terrestre pour ravitailler notre pays. Notre pays est très vaste et nous avons déjà instruit au niveau de l'ANAC que des conditions puissent être assouplies par rapport à un certain nombre de dispositions légales pour faciliter. C'est ainsi que l'Agence nigérienne pour l'aviation civile a pu mettre en ligne les conditions pour pouvoir demander très rapidement et obtenir les autorisations de survol et d'atterrissage. Ils ont facilité les conditions de création pour l'obtention du certificat qui permet l'exploitation aérienne pour la création des compagnies aériennes, et un comité est mis en place également pour pouvoir rapidement faciliter l'obtention de tout ce qui a comme documentation pour la création de la compagnie aérienne. Donc c'est tout un tas de stratégies autour qui est mis en place pour permettre le désenclavement à travers des corridors qui nous relient avec nos voisins, mais aussi à l'intérieur de nos zones de production agro-silvopastorale pour permettre à nos producteurs d'écouler leur production dans des conditions de sécurité, et aussi, ce qui est très important, de permettre à nos populations de pouvoir se déplacer rapidement pour relier les campagnes. Parce que n'oublions pas que plus de 80% de notre population est rurale. Oui, bien sûr. Et elle a besoin que les routes les trouvent là où elles sont, dans des conditions de sécurité, aller dans les marchés, écouler ce qu'elles produisent et pouvoir prendre ce dont elles ont besoin. Et un aspect très important aussi, c'est l'évacuation sanitaire de nos femmes qui sont en travail pour être dans des conditions de pouvoir accoucher dans des centres de santé les plus proches. Il faut des routes. Quand nous avons des enfants qui sont dans des crises de palu, pour pouvoir les évacuer, il faut des routes. Et donc c'est pour vous dire combien ça tient à cœur aux plus hautes autorités, et nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de faire tout malgré l'adversité pour pouvoir faire en sorte que cette politique se mette en œuvre et que nos populations voient les résultats sur le terrain. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, une compagnie aérienne nationale aura bientôt le jour au Niger. La compagnie aérienne, l'ANAC est instruite et des réflexions sont en cours. Pour nous assurer, c'est dans ce cadre que personnellement, j'ai eu à effectuer des déplacements. J'étais aux Émirats Arabes Unis, des discussions pour pouvoir faire en sorte que certains partenaires puissent nous permettre de nous accompagner. Parce que le domaine aéronautique est un domaine qui est assez complexe. Donc il faut en tout cas avoir l'essentiel des ressources humaines compétentes. Nous avons les capacités en termes de ressources humaines et les infrastructures qu'il faut pour pouvoir conduire une compagnie aérienne. Et ça tient à cœur aux plus hautes autorités, avec à la tête son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, pour qu'une compagnie aérienne voie le jour pour non seulement assurer le transport. Je vous donne un exemple. Si vous voulez aller aujourd'hui tenir une réunion à Agadez, vous devrez faire 2 jours de route, une journée de réunion et 2 jours de route pour revenir. Ça nous fait 5 jours, toute la semaine. Avec une compagnie aérienne efficace et disponible, vous décollez, vous faites votre mission, vous pouvez revenir le soir, avoir une réunion dans votre direction à partir de Niamey. Mais c'est un processus qui est en cours et nous voulons nous assurer qu'on est les meilleurs pour nos populations. Monsieur le ministre, restons dans le domaine des corridors. Il y a une question qui taraude l'esprit de l'opinion depuis tout le temps, c'est par rapport au corridor Niger-Bénin. Deux mots sur ce sujet. Merci beaucoup. Je pense que cette question, vous l'avez tous suivi, nous avons tous suivi. C'est une question qui a été évoquée par son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tchani, lors de son adresse à la nation, qui relève beaucoup plus de la sécurité. Et les autres collègues aussi en charge de la sécurité, notamment le ministre de l'État à la Défense et le ministre en charge de la sécurité, en ont évoqué.
Donc c'est une question qui relève beaucoup plus de la sécurité que du domaine des transports. Et le chef de l'État a donné tous les éléments d'appréciation par rapport à ça. Et je pense que ce n'est pas à nous, pour l'instant, de pouvoir développer là-dessus. Monsieur le ministre, l'essentiel de notre approvisionnement passe actuellement par le corridor Lomé-Burkina-Niger. Pouvez-vous nous dire quel est l'état de ce corridor et s'il est possible à moyen ou long terme d'envisager le corridor Algérie-Niger évoqué tout à l'heure? À partir du 26 juillet 2023, avec les sanctions que vous avez connues, que nous avons vécues, que nous continuons d'en vivre, nous avons très rapidement pris les mesures pour la réhabilitation par la direction centrale du génie militaire de cette route, par le traitement. En tout cas, la route était dans un état qui reste à désirer et qu'il fallait prendre des mesures urgentes. Et ces mesures urgentes ont été prises. Le génie a pu mener des travaux pour permettre à tous ces camions, puisque depuis le 26 juillet à date, ce n'est pas moins de 3 000 à 4 000 camions qui passent à travers ce corridor chaque 2 à 3 semaines, avec 2000 pratiquement soldats qui sont dédiés pour la sécurité avec des avions, en coordination avec des frères du Burkina Faso. C'est le lieu ici pour moi, en tout cas, de saluer la mémoire de nos soldats qui sont tombés pour la sécurisation de ce corridor et au-delà, pour la sécurisation de notre pays et de notre espace. Que leur âme repose en paix. Et ceux qui sont au niveau des hôpitaux en train de chercher à recouvrer leur santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permette de recouvrer leur santé. Et nous sommes actuellement en train, on va venir probablement dans les détails un peu plus tard, nous avons déjà lancé les travaux de réhabilitation. On est en train, la phase de contractualisation pour la réhabilitation totale de la route Farié-Terra, longue de pratiquement 120 km. Et c'est en cours. Le corridor Alger dont vous avez parlé, il vous souviendra que son Excellence, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, ministre de l'économie et des finances, a conduit une mission qui est composée d'une forte délégation sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chez nos voisins en République algérienne démocratique et populaire. Je faisais partie de la délégation et nous avons eu l'opportunité de discuter avec nos frères algériens sur un certain nombre d'aspects, dont, entre autres, l'accès à un certain nombre de ports au niveau de l'Algérie, le port de Jijel. Nous avons discuté également de la finalisation de la route Agadez-Assamaka, dont le deuxième lot n'est pas encore fini, long de pratiquement 100 km. L'entreprise qui est chargée de conduire les travaux est une entreprise algérienne. Il y a eu des difficultés qui ont fait qu'à date, les travaux ne sont pas encore acheminés. Nous avons évoqué ces difficultés. Des engagements ont été pris pour que rapidement on puisse finaliser. Nous avons même évoqué au-delà de l'infrastructure routière, une infrastructure ferroviaire. J'ai discuté avec mon homologue puisque l'Algérie a un projet de faire un chemin de fer qui vient jusqu'à Ingezam. Donc nous avons évoqué la possibilité que ce chemin de fer-là vienne jusqu'à Agadez, avec la création d'un port sec à Agadez dont nous allons certainement en discuter. Mais c'est pour vous dire que c'est en cours. Des discussions sont en cours avec nos voisins de l'Algérie pour que rapidement ce corridor puisse être une réalité. Monsieur le ministre, au regard des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à notre pays avec la construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso, pouvez-vous nous dire ce qu'est devenu le port sec de Dosso? Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que d'autres projets de port sec sont envisagés par votre département ministériel? Je pense que, comme vous l'avez dit, la grande raffinerie qui tient à cœur aux plus hautes autorités, c'est une opportunité pour le peuple nigérien, pour la Confédération de l'AES, pour qu'on puisse être autonome sur un certain nombre de projets. En ce qui nous concerne, notre département, je vois déjà l'opportunité pour nous d'avoir du bitume pour affecter de façon positive sur la qualité et le coût des infrastructures routières. Je vois également la disponibilité qu'on aura du jet A1 par rapport au transport aérien. Donc pour ce qui est du port sec de Dosso, il y a eu des discussions qui ont mené à la signature de conventions entre les différentes parties, notamment le Niger, le Bénin et à l'époque Bolloré, par rapport au futur de cette infrastructure. Vous avez remarqué que à la réalisation de cette infrastructure routière de Niamey, il y a une bonne partie du chemin de fer qui est en train d'être démonté. Et cela était possible grâce
au protocole d'accord qui a été signé par rapport au règlement à l'amiable de cette situation dont le port sec de Dosso fait partie. Donc pour la création ou la mise en œuvre d'un autre port, nous avons, dans le cadre du chemin de fer qui quitte Nigeria jusqu'à Maradi, en train de mettre en place la réalisation d'un port sec à Maradi. Et pour suivre les orientations de son Excellence, le chef de l'État, nous avons eu des discussions avec les entrepreneurs du Maradi pour qu'ils prennent l'initiative en main et que ce soit eux qui soient les leaders de la mise en œuvre de ce port sec. Donc déjà un port sec à Maradi est en cours, en tout cas un MOU est signé, des études sont en cours pour pouvoir faire en sorte que, aussitôt que le chemin de fer soit là, un port sec est là pour permettre de pouvoir en tout cas développer les activités économiques de ce côté-là. Nous avons, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la réalisation d'un port sec d'Agadez lié à la finalisation du chemin de fer qui viendra de Ingezam jusqu'à Agadez. Nous avons également, il vous souviendra que nous avons été invités au Royaume du Maroc par les autorités de ce royaume dans le cadre de l'initiative royale permettant l'accès à la mer des pays de l'Interland à travers un port sec qui va être réalisé à Dakala. Ce port sec, nous l'avons eu là, nous avons eu l'opportunité de le visiter. Le chantier est très avancé et l'ouverture est prévue fin 2028, début 2029. Et nous avons demandé, s'il y a un port et qu'il n'y a pas des infrastructures pour accéder, l'exploitation serait biaisée. Et donc, ils ont pris en compte nos remarques. Et une route qui traverse la Mauritanie, qui vient au Mali, qui fait partie du territoire confédéral, sera réalisée avec un port sec quelque part dans le territoire malien qui nous permettra à tous les 3 pays de la Confédération d'y accéder. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour permettre en tout cas la réalisation d'autres ports secs pour le développement des activités économiques sur notre pays et dans notre espace confédéral. Monsieur le ministre, notre pays fait face chaque année, il faut le dire, à des problèmes de transport de ces pèlerins aux lieux saints de l'islam. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette initiative de la création d'une compagnie nationale afin d'y remédier. Sinon, comment résoudre de manière très concrète ces problèmes requérant le transport des pèlerins aux lieux saints de l'islam? Merci beaucoup. C'est chaque année, c'est requérant, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour cette question qui est très importante quand on considère un pays comme le nôtre dont le taux, en tout cas le pourcentage des musulmans dépasse les 95-16%, d'autres même disent au-delà. Ça touche beaucoup qu'un paysan qui se trouve au fond fin de Ngourti, je prends un exemple, qui paye son économie pour aller au lieu saint accomplir le 5e pilier, se retrouve coincé 2-3 semaines à l'aéroport sans ressources. Ça fait mal. Oui. C'est pour ça qu'il a poussé son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État, à nous instruire pour que ce volet transport, qui fait partie d'un tout, parce qu'on voit les transports, parce que c'est la partie qui est un peu plus compliquée, mais il y a le logement, il y a l'alimentation, il y a la santé, c'est un tout. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le ministère des Transports n'est pas le répondant au nom de l'État nigérien par rapport à l'organisation du Hajj. Nous avons le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara qui est le répondant de l'État. Nous, en tant que ministère des Transports, nous avons nos structures compétentes qui sont en quelque sorte les conseillers du COHO pour permettre à ce que la compagnie aérienne qui va transporter nos pèlerins soit une compagnie qui respecte les normes internationales de l'Organisation internationale de l'aviation civile et qui puisse assurer un transport dans des conditions sûres et sécurisées de nos pèlerins sur les lieux saints et au retour. C'est ça que le rôle que nous avons joué et je pense que nous avons fait ce qui peut être fait, même si c'est perfectible. Lors du dernier pèlerinage, je pense qu'il y a une amélioration. Nous avons pris les mesures nécessaires en collaboration avec la structure qui est en charge, le COHO, pour nous assurer qu'une semaine avant, l'ensemble des pèlerins nigériens étaient à Médine. Une semaine avant. Et aucun pèlerin n'est resté plus que nécessaire après l'accomplissement du rite du Hajj. Des réflexions sont en cours pour permettre d'améliorer, pour qu'on s'assure que nos pèlerins partent, pour que la réserve qu'ils ont,
qui leur permettent de survivre sur place, qu'elles ne soient pas épuisées parce que tout simplement il y a eu la faille quelque part. Ça tient à cœur à nos autorités et nous tâchons en collaboration avec le Haut à assurer que cette partie est prise en charge. Nous avons également le projet de la création de la compagnie aérienne qui va nous permettre non seulement d'assurer le transport à l'intérieur de notre vaste pays et de notre confédération, mais aussi et surtout d'appuyer le transport de nos pèlerins sur les lieux saints par la grâce de Dieu. On sait souvent aussi il y a des difficultés au niveau de ces agences de pèlerinage qui sont très nombreuses et souvent il y a un problème d'organisation à ce niveau. Qu'est-ce que le ministère a fait par rapport à ça pour éviter ces problèmes souvent? C'est pour ça justement que j'ai tenu à rappeler que le répondant au nom de l'État, c'est le commissariat à l'organisation des Hajj et de la Oumara. Nous sommes conseillers de cette structure en matière de transport et nous le faisons. S'il y a des conseils à donner et des discussions, nous apporterons notre pierre dans l'édifice puisqu'il s'agit du Niger au niveau du Coho. Merci. Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur l'aspect sécurité aérienne. Vous l'avez tout à l'heure évoqué. Il y a une compagnie aérienne nationale qui va bientôt avoir le jour. Ça c'est un des aspects d'une politique. Quel est l'état des transports aériens au Niger? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir à une véritable politique de transport, pas pour gérer les aspects factuels, comme l'un des moyens principaux pour désenclaver notre vaste pays, au lieu de toujours nous focaliser sur la construction des routes que nous reprenons en moyenne chaque 3 à 5 ans, si je ne m'abuse? Le rôle de l'État, c'est de s'assurer qu'on mette à la disposition de nos populations les moyens pour qu'ils puissent se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité. Nous allons continuer, conformément à notre lettre de mission aux instructions du chef de l'État, à développer et les routes, et les chemins de fer, et les transports aériens. Nous allons continuer à le faire. Par rapport au transport aérien, comme je l'ai dit, des réflexions sont en cours et nous sommes très avancés. Et il n'y a pas qu'au niveau national, mais au niveau confédéral et avec des partenaires pour qu'on s'assure qu'on puisse mettre à la disposition de nos populations et chacun en fonction de ses capacités pour qu'il puisse se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité et pouvoir, si c'est des opérateurs économiques, si c'est pour des voyages par rapport aux travaux, si c'est des voyages par rapport à des évacuations sanitaires, qu'ils puissent le faire dans de très bonnes conditions. C'est notre rôle. Nous allons nous assurer qu'avec le peu de moyens qu'il y a, qu'on puisse faire le maximum pour être à la hauteur des attentes de nos populations. C'est une vraie préoccupation, monsieur le ministre. Inch'Allah, nous y arriverons. D'accord. On va poursuivre cet entretien, monsieur le ministre. Il n'est un secret pour personne que la réalisation de l'infrastructure ferroviaire Bénin-Niger est un échec. Avez-vous mis en place un mécanisme d'évaluation afin de situer les goulots d'étranglement et proposer de nouvelles solutions? Merci beaucoup. Comme je l'ai évoqué, par rapport au chemin de fer Bénin-Niger, il y a eu un protocole qui a été signé qui permet en tout cas de pouvoir régler à l'amiable la situation qui est créée de ces projets. Actuellement, la direction des infrastructures ferroviaires au niveau de notre ministère et en collaboration d'ailleurs avec des expertises étrangères et partenaires, nous sommes en train de réfléchir pour la mise en œuvre conformément à notre lettre de mission d'une politique de réalisation des infrastructures ferroviaires. Ça se fait au niveau du pays, avec notre partenaire, au niveau de la Confédération et d'autres structures partenaires. Et je peux vous assurer qu'on est très avancé là-dessus. Et au-delà de notre prise de service, nous avons mis en place un comité qui réfléchit sur la tenue des états généraux des travaux publics de façon globale. Qu'est-ce que nous avons fait depuis l'indépendance à aujourd'hui? Les routes que nous sommes en train de construire, les chemins de fer que nous avons fait et que nous envisageons de faire, comment les faire, pour quel objectif, avec quelles normes et comment les entretenir pour qu'ils soient beaucoup plus sûrs. Nous avons commencé ce travail titanesque, mais avec ce que nous avons connu et qui est conséquence de la pluviométrie abondante, nous étions obligés de suspendre ces travaux pour orienter toutes les ressources humaines sur les différents axes pour pouvoir prendre en charge le règlement de l'impact de la pluviométrie sur nos réseaux routiers de façon globale.
Là, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de finaliser les trames de référence et ce sera une grande rencontre du donner et du recevoir à l'issue de laquelle il y aura une espèce de livre blanc pour la réalisation d'infrastructures routières, ferroviaires de façon globale pour qu'on arrête chaque 2-3 ans à reprendre. Les routes. Les routes coûtent cher. Oui, tout à fait. Le peu de ressources disponibles, au nom du principe de redevabilité, nous devrons nous assurer que là où nous dépensons 1 franc, c'est vraiment le franc nécessaire. Pas 2 francs, pas 3 francs. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser des milliards, laisser une ardoise lourde à nos enfants pour qu'ils remboursent des crédits. Ils ont leur avenir à préparer et il faut que nous soyons sûrs d'avoir assaini ça pour leur léguer un Niger meilleur. Et qu'en est-il du chemin de fer Nigeria, Maradi, Nigeria et à quand le chemin de fer Burkina-Niger, Ouaga-Niger? L'ancien président du Nigeria, le général Buhari, a eu en tout cas l'idée de pouvoir mettre ce chemin de fer pour pouvoir renforcer les liens économiques, mais aussi les liens de fraternité qui existent. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, si vous prenez un citoyen de Maradi, vous le placez à Kassena. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc, ce chemin de fer-là, de notre côté, depuis que nous avons pris fonction, j'ai effectué 2 visites sur place à Maradi. Tout ce qui est contenu de la convention qui concerne la partie nigérienne, nous avons délimité le terrain. Nos experts ont ensemble, parce que les techniciens travaillent tous les jours ensemble avec leurs homologues de l'autre côté. Nigeria, Le tracé a été fait. L'identité. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.